Le 8 mai 2026, le département de la guerre des États-Unis a lancé un portail public appelé Pursue, le système présidentiel de déclassification et de signalement des rencontres avec des PAN. En quelques jours, des millions de personnes parcouraient pour la première fois des dossiers déclassifiés, se demandant si le gouvernement cachait vraiment des extraterrestres. Nous sommes allés plus loin, non dans les observations, mais dans la géographie sous-jacente. C'est là que quelque chose nous a immédiatement paru étrange. Les États avec le plus de signalements de PAN sont le Nevada, le Nouveau-Mexique, le Missouri, l'Arkansas et le nord-ouest du Pacifique. Les regroupements là-bas ne sont pas non plus dus au hasard. Tracez-les sur une carte, et un schéma commence à apparaître. Et une fois que vous l'avez remarqué, il n'y a vraiment plus de retour en arrière possible. Piémont, Missouri, 21, février 1973. Reggie Bone ramenait son équipe de basket du lycée chez elle en voiture sur l'US Highway 60 dans le Missouri. À environ 30 km au sud de la ville, un faisceau lumineux intense est descendu directement du ciel. Ce que personne à Piémont ne savait à l'époque, c'est que leur ville se trouve directement au-dessus de l'un des systèmes de failles géologiques les plus actifs d'Amérique du Nord. Le sol sous leurs pieds leur disait déjà quelque chose. Cette seule observation a déclenché la plus grande vague d'ovnis de la décennie. En quelques mois, le service de police de Piémont avait enregistré plus de 500 appels provenant d'une ville de 1500 habitants. Il y a eu des témoignages d'une institutrice voyant un objet lumineux planer au-dessus de son bétail. Soudainement, Piémont est devenue la ville la plus commentée du pays. Le docteur Harley Rutledge, chef du département de physique de l'Université d'État du Sud-Est du Missouri, faisait partie des personnes présentes. Entre 1973 et 1980, il a posté des professeurs, des étudiants diplômés et un pilote sur les crêtes des Ozarks avec des instruments de niveau universitaire et n'est pas parti pendant 7 ans. Ce que son équipe a découvert est difficile à ignorer. Les lumières apparaissaient le plus souvent près de certains affleurements de roches contenant du quartz. Le schéma correspondait à la géologie locale, mais pas aux aéroports locaux. Et si la vérité était enfouie? Pas dans les dossiers du gouvernement ou les témoignages oculaires, mais dans le sol lui-même. En 1981, Rutledge avait personnellement observé plus de 158 objets anormaux. Il a publié l'ensemble des données dans un livre intitulé Project Identification, la première étude scientifique de terrain soutenue sur les ovnis, jamais réalisée par un physicien académique diplômé. La presse en a parlé pendant quelques semaines, puis tout est devenu silencieux. Rutledge était décédé en 2006, sans avoir reçu une seule subvention fédérale pour ses recherches. Le schéma qu'il avait identifié est resté inutilisé pendant les 40 années suivantes. Regardez où ces deux groupes se trouvent sur la carte. Piedmont, Missouri, la réserve Yakama dans le centre-sud de l'État de Washington, à près de 1200 miles l'une de l'autre. Les deux sont sur les terrains les plus soumis à des contraintes de leur région. Piémont se trouve juste au-dessus de la zone sismique de New Madrid. En 1811 et 1812, elle a produit des tremblements de terre si puissants que les cloches des églises ont sonné à Boston, dans le Massachusetts. Le fleuve Mississippi a brièvement coulé à l'envers. Le corridor de Yakima se trouve à l'intérieur de la zone de subduction des Cascades, où une plaque tectonique entière plonge activement sous le continent nord-américain. C'est le moteur derrière chaque volcan du nord-ouest du Pacifique. Le mont St. Helens, le mont Rainier, la crête de Toppenish, où l'officier Bill Vogel a installé des postes d'observation sur une branche du même système. Sur la réserve Yakama, les guetteurs d'incendie de Vogel signalaient des lumières rouges clignotantes et des boules de lumière traversant la vallée inférieure à grande vitesse depuis le début des années 1970. Vogel a envoyé le dossier à un astronome qui travaillait sur le projet Blue Book de l'US Air Force. Et après une étude de terrain complète, et une enquête en 1974 et 1975, l'ensemble des données est resté dans un classeur pendant des années. Ensuite, il y a les groupes du Nouveau-Mexique, qui longent le rift du Rio Grande, s'étendant du Colorado jusqu'au Mexique. Selon les données du Centre national de signalement des ovnis, le comté de Lincoln, dans le Nevada, compte environ 821 observations pour 100 000 habitants. C'est le taux le plus élevé de tout le pays. Le comté de Lincoln se trouve à la limite de la province des bassins et des chênes. Toute la croûte terrestre y est en train d'être étirée par des failles. Il y a aussi de l'activité en Arkansas le long de l'extrémité sud du système de New Madrid. Dans les années 70 et 80, les journalistes n'ont relevé que des cas isolés. Les habitants ont vu d'étranges lumières, mais personne n'a fait le lien avec ce qu'il y avait sous leurs pieds. Cela ne signifiait pas que cela diminuait leur impact ou leurs conséquences. En 1987, un agriculteur près de Piémont a signalé des lumières planant au-dessus de son pâturage au journal local. Quelques jours plus tard, 2 hommes se sont présentés à son portail, se présentant comme des employés fédéraux.
Ils lui ont demandé de ne pas parler publiquement de ce qu'il avait vu. Ils ne l'ont pas menacé. Ils n'ont pas non plus montré de badge. Ils ont simplement fait la demande, et sont repartis. L'agriculteur a obéi. Pendant 30 ans, il n'a parlé à aucun journaliste, chercheur ou voisin de cette nuit-là. Les employés fédéraux ne vont pas jusqu'au fin fond du Missouri rural pour faire taire un homme ayant assisté à un événement géologique. Ils s'y rendent quand l'événement géologique sert à cartographier quelque chose de classifié. Les dossiers publics indiquent que Washington pratique ce type de cartographie depuis des décennies. Mais malgré des années d'observations mystérieuses, suffisamment sérieuses pour attirer l'attention du gouvernement, ces incidents sont totalement absents des dossiers publiés, ce qui soulève la question que le débat sur les extraterrestres a toujours éclipsé. Non pas ce que les gens voyaient, mais pourquoi le gouvernement s'en souciait-il au point de le cartographier, de le classer, puis de passer 50 ans à diffuser une histoire sur des objets dans le ciel, plutôt que sur le terrain, en dessous d'eux. La réponse se trouve enfouie dans le sol en dessous. Et dans la science que Washington avait déjà comprise par lui-même en 1980. Sous ces grappes de points chauds, 3 processus géologiques différents apparaissent sans cesse. Pas des théories du complot, de la véritable science publiée. Depuis des décennies, des chercheurs étrangers étudient ouvertement si ces conditions peuvent produire d'étranges lumières atmosphériques. Aux États-Unis, le sujet a à peine trouvé sa place dans le débat public. L'élément le plus important pourrait être quelque chose appelé décharge piézoélectrique. Certaines roches, en particulier celles riches en quartz, génèrent de l'énergie électrique lorsqu'elles sont soumises à une pression extrême. Le même effet alimente des objets comme les briquets à pierre et les montres à quartz. Maintenant, imaginez que cela se produise sous terre, à l'échelle d'un continent. La pression tectonique s'accumule. Les couches de roches se frottent et libèrent des charges électriques dans l'air. Brusquement, des habitants de ces régions signalent des sphères lumineuses, des lumières silencieuses et des objets planant au-dessus des champs et crêtes. La preuve la plus solide de cela vient d'une vallée isolée du centre de la Norvège appelée Hesdal. Les habitants y signalent des lumières étranges depuis les années 1800 et au début des années 1980. Les habitants de Hesdal voyaient des lumières presque chaque nuit, parfois 20 fois par semaine. D'énormes sphères lumineuses flottaient silencieusement au-dessus de la vallée. Certaines ne faisaient que quelques pieds de large, d'autres avaient de la taille d'une voiture. Parfois, elles dérivaient lentement parmi les arbres. Parfois, elles accéléraient le long des crêtes à une vitesse impossible. Les témoins décrivaient les lumières se divisant en orbes plus petites, puis se regroupant à nouveau. Personne ne pouvait expliquer ce qu'ils voyaient. Alors, en 1984, l'ingénieur norvégien Erling Strand a décidé de traiter le phénomène comme un véritable problème scientifique. Il a apporté des caméras, des radars et des magnétomètres. La vallée s'est avérée exceptionnellement riche en quartz, en cuivre et en fer, les ingrédients exacts nécessaires à un système électrique naturel. Un astrophysicien italien nommé Massimo Teodorani a rejoint l'enquête et a fait de Hesdal l'un des phénomènes lumineux les plus étudiés sur Terre. Ce qu'il a découvert était difficile à ignorer. Certaines sphères lumineuses, similaires au plasma, émettèrent jusqu'à 19 kW d'énergie, soit plus de 10 fois la luminosité d'un projecteur d'hélicoptère classique. Mais la découverte la plus étrange ne se trouvait pas dans le ciel. Elle était sur le sol, sous les lumières. L'équipe de Teodorani a détecté une forte radioactivité dans les roches sous les plus grandes sphères. La géologie elle-même semblait altérée, c'est pourquoi la théorie piézoélectrique est devenue si difficile à ignorer. Ce n'était plus seulement des témoignages oculaires. L'activité électrique était mesurable. Les roches conservèrent les preuves. Même aujourd'hui, certaines de ces mêmes formations dans la vallée affichent encore de faibles anomalies radioactives sur un compteur Geiger, exactement aux endroits où les plus grandes lumières planaient autrefois. Hesdal n'est pas non plus un cas unique. D'autres vallées, avec le même type de roches, soumises à un stress similaire, peuvent produire ce genre de lumière. Les Ozarks sont l'un de ces endroits, les Cascades en sont un autre, le Basin and Range en est un troisième. La roche du socle sous le Piémont est l'un des quartz les plus anciens d'Amérique du Nord. Elle subit des contraintes depuis des centaines de millions d'années. Rutledge a mesuré des pics électromagnétiques exactement aux endroits où les lumières apparaissaient. Il n'avait pas de nom pour ce qu'il mesurait. Mais ces données correspondent à ce que Teodorani a enregistré plus tard dans un autre pays avec de meilleurs instruments. Les habitants de Piémont ne regardaient pas un vaisseau extraterrestre. L'observation était réelle. La cause, d'après la plupart des témoignages crédibles, n'était pas liée à des visiteurs d'une autre planète. Ce qu'ils ont observé correspond au profil d'une décharge piézoélectrique au-dessus de roches cristallines sous contrainte.
La même décharge électrique a été observée lors de grands séismes sur tous les continents. La géologie se fiche du nom que vous lui donnez. Les Ozarks en produisent, les cascades en produisent, la région du Basin and Range en produisent aussi. Le sol génère ces événements depuis bien plus longtemps que quiconque n'observe le ciel. Mais cela soulève une autre question. Pourquoi tant de témoins décrivent-ils les lumières comme intelligentes ? Cela a complètement attiré un autre scientifique dans ce mystère. Un neuroscientifique canadien nommé Michael Persinger a passé plus de 30 ans à étudier si les champs électromagnétiques pouvaient modifier la perception humaine d'une manière qui semblait totalement réelle. Il a construit un appareil qui dirigeait des champs magnétiques vers le lobe temporal. Les sujets ont rapporté avoir vu des lumières ou ressenti une présence. Certains d'entre eux ont décrit des objets se déplaçant dans le ciel. Leur cerveau produisait des expériences qui correspondaient à ce que les gens dans les Ozarks décrivaient 50 ans plus tôt. Ce qui est vu dépend du témoin. Cela dépend de ce qu'il a lu ou vu à la télévision. Cela dépend de ce que sa culture l'a entraîné à attendre. Cela ne veut pas dire que les guetteurs d'incendie de Yakima hallucinaient. Le plasma au-dessus du sol était réel, et la radiation dans le sol était réelle. Le champ électromagnétique qui ionise l'air était réel, mais le même champ électromagnétique atteint aussi le cerveau du guetteur. La rencontre donne l'impression d'être un engin parce que c'est le modèle le plus proche que le cerveau ait à disposition. Persinger est décédé en 2018. Ses recherches sont restées ignorées par toutes les agences fédérales qui ont dépensé des milliards pour la même question. Mais même cela ne résout pas complètement le mystère, car les observations elles-mêmes ne restent pas au même endroit. Les groupes se déplacent en réalité. Au début des années 1900, le pôle nord magnétique dérivait d'environ 6 miles par an. Au début des années 2000, il traversait l'Arctique à plus de 30 miles par an. Le British Geological Survey a dû publier la mise à jour de son modèle 2019 plus tôt que prévu, parce que le pôle se déplaçait plus vite que ce que la version précédente pouvait suivre. Et à mesure que le pôle se déplace, les conditions électromagnétiques liées au stress tectonique et à la formation de plasma se déplacent avec lui. Et la raison de cette dérive, c'est là que l'histoire commence à sembler presque irréelle. Sous la croûte terrestre, à des milliers de kilomètres sous la surface, se trouvent deux énormes rivières de fer en fusion à l'intérieur du noyau externe, l'une sous le Canada, l'autre sous la Sibérie. Elles génèrent des forces magnétiques opposées, qui s'affrontent en permanence, remodelant le champ magnétique de la planète en temps réel. Depuis quelques décennies, le côté sibérien l'emporte. C'est pourquoi le pôle magnétique s'éloigne de plus en plus rapidement de l'Arctique canadien pour se diriger vers la Russie. Et à mesure que cet équilibre se déplace sous terre, le champ magnétique au-dessus change aussi. Mais ce n'est pas uniforme. Le champ magnétique terrestre n'est pas une enveloppe lisse et protectrice autour de la planète. Il est déformé et rempli de poches, où le champ devient anormalement fort ou anormalement faible. Ce qui signifie que les conditions électromagnétiques liées au stress tectonique, à la formation de plasma et peut-être même à la perception humaine, ne sont pas fixées à un endroit pour toujours. Elles migrent à la surface de la Terre au fil du temps. Ce déplacement est suffisamment important pour interférer avec la navigation aérienne. Chaque grande compagnie aérienne doit mettre à jour ses systèmes embarqués tous les quelques années. La nouvelle position du pôle nord magnétique doit être intégrée. Chaque boussole de smartphone repose sur un modèle qui est mis à jour par le British Geological Survey. La mise à jour de 2019 a été publiée plus tôt que prévu. Le pôle se déplaçait trop vite pour l'ancien modèle. Les pilotes survolant l'Arctique utilisent désormais d'autres cartes qu'il y a 10 ans. En 2009, l'aéroport de Stansted, près de Londres, a dû physiquement renuméroter sa piste de 2305 à 2204, parce que l'alignement magnétique avait dérivé. L'aéroport international de Tampa a fait la même chose en 2011. Le même changement qui oblige à ces mises à jour est celui qui déplace les couloirs des pannes. Revenons au Missouri. Ce groupe migre vers le nord-est depuis 40 ans. Le long de la crête des cascades, le couloir de Yakima s'est également déplacé. Le couloir de la faille du Nouveau-Mexique s'est étendu vers le sud, en lien avec les changements du champ géomagnétique. Le déplacement du pôle entraîne celui des champs. Et les régions, où une activité plasmatique inhabituelle est la plus susceptible de se former, semblent se déplacer en même temps qu'eux. L'une des seules grandes enquêtes gouvernementales sur les ovnis qui a été rendue publique en détail provient de Belgique. Entre novembre 1989 et avril 1990, le pays a été inondé de rapports, faisant état d'un objet triangulaire silencieux, avec des lumières vives à chaque coin.
Cela a culminé dans la nuit du 30 mars 1990 lorsque l'armée de l'air belge a suivi des cibles non identifiées sur radar depuis plusieurs stations au sol et a dépêché 2 chasseurs F-16 pour intercepter. Leurs radars ont réussi à verrouiller plusieurs fois la cible, mais chaque fois que les pilotes se rapprochaient, le contact était rompu, d'une manière qui ne correspondait pas au comportement des avions connus. Cette nuit-là n'a pas débuté avec le radar. Les premiers signalements venaient d'Ypen, petite ville proche de la frontière allemande. 2 policiers se sont arrêtés sur une route de campagne et ont vu un grand engin silencieux aux lumières vives passer au-dessus d'eux. Ils l'ont signalé par radio, et d'autres policiers sont arrivés en quelques minutes. Rapidement, des personnes de toute la région ont signalé des observations similaires. En quelques semaines, le nombre de témoins avait dépassé le millier. En quelques mois, il avait dépassé 13 000. Un pays entier observant la même chose se produire, nuit après nuit. L'armée de l'air belge a réagi très vite et publié ses premières conclusions en quelques semaines. Les données radar elles-mêmes étaient à la partie qui ne correspondait à rien de familier. Sur plusieurs trajectoires, des objets semblaient descendre d'environ 9000 pieds à 5000 pieds en seulement quelques secondes. D'autres accéléraient et ralentissèrent d'une façon qu'aucun avion connu ne pouvait égaler, sans bang supersonique ni signature de moteur. Après avoir exclu avions furtifs, ballons météo et phénomènes atmosphériques, l'armée de l'air belge a travaillé avec des chercheurs civils et publié les enregistrements radar. À l'époque, le commandant Wilfried de Brouwer, qui supervisait les opérations de l'état-major de l'air belge, a déclaré que les objets qu'ils avaient suivis dépassaient les performances de toute technologie connue. Les Belges ont publié tout ce qu'ils avaient, puis ils sont passés à autre chose. La France a son propre programme officiel de panne, le GAIPAN. Il fonctionne depuis 1977 et a gardé ses dossiers accessibles au public pendant des décennies. Et lorsque vous cartographiez leurs rapports, une constante apparaît. Ils apparaissent dans des régions géologiques spécifiques, le Massif central, les Alpes provinciales, les contreforts des Pyrénées. Ce sont des zones définies davantage par la structure tectonique que par la densité de population. En d'autres termes, le même schéma observé aux États-Unis réapparaît en France. Des observations qui coïncident avec une géologie active ou fracturée. L'un des cas les plus documentés provient de 1981 à Trans-en-Provence. Un agriculteur nommé Renato Nicolai a vu un petit engin atterrir dans son champ, laissant derrière lui une marque de brûlure circulaire sur le sol. Des échantillons ont été prélevés et analysés en laboratoire. Le rapport officiel a conclu que quelque chose de physique avait interagi avec le sol, laissant des modifications chimiques dans la structure du sol à l'endroit concerné. Le rapport a été publié. N'importe qui pouvait le lire, et l'affaire se trouve encore aujourd'hui dans les archives du GAIPAN. Alors que la France cataloguait et publiait ces données, les États-Unis traitaient le même type de rapport durant les mêmes décennies, mais ils n'ont jamais rendu les données publiques. Ainsi, un récit différent s'est formé. Vaisseaux spatiaux, rétro-ingénierie, corps extraterrestres récupérés, une histoire centrée presque entièrement sur des objets dans le ciel. Mais cette histoire a maintenu l'attention tournée vers le ciel. Pas sur le terrain sous les observations, pas sur les systèmes géologiques qui pourraient influencer où et quand elles se produisaient. Et pas sur la possibilité que l'inconnu ne se déplaçait pas du tout dans l'espace, mais à travers des conditions bien plus proches du sol. Ce qui nous ramène à l'agriculteur près de Piémont. Les 2 hommes du gouvernement venus à son portail en 1987 n'étaient sans doute pas là parce que le gouvernement cachait des extraterrestres. L'importance des déclassifications de dossiers prévues pour 2026 n'est pas qu'elles apportent une explication unique, mais qu'elles pourraient révéler quelles informations étaient prioritaires et lesquelles ne l'étaient pas. Pendant des décennies, le débat public était resté focalisé sur l'idée d'objets dans le ciel. Il était plus facile de parler de vaisseaux spatiaux que d'examiner la géographie, la géologie ou les conditions environnementales. Ce cadrage a limité ce que les gens cherchaient. Puis, un homme a provoqué une onde de choc dans la communauté des pans. En juillet 2023, une sous-commission de la Chambre des représentants a organisé ce qui est devenu l'audition sur les pans la plus suivie de l'histoire américaine moderne. Un ancien officier du renseignement de l'US Air Force, David Grush, a témoigné sous serment. Il a déclaré avoir passé 14 ans dans le renseignement américain et avoir été affecté à la Task Force sur les pannes, qui est ensuite devenu le Bureau de résolution des anomalies sur tous les domaines, l'ARO. Il a affirmé que le gouvernement américain avait, pendant des décennies, enquêté et récupéré des engins non identifiés par le biais de programmes classifiés. Il a également évoqué des affirmations concernant des éléments biologiques non humains associés aux matériaux récupérés. La couverture médiatique était totale sur toutes les grandes chaînes. Son nom était partout en moins de 48 heures.
Un aviateur naval à la retraite, nommé David Fravor, a témoigné à ses côtés. Fravor était le commandant d'escadron d'une escadrille de FA-18 lorsque son équipage a rencontré le désormais célèbre objet Tic Tac au large des côtes californiennes en 2004. Un autre témoin, Ryan Graves, a témoigné que son escadron a suivi des objets non identifiés dans l'espace aérien, contrôlés au large des côtes de Virginie presque quotidiennement entre 2014 et 2015. Le Pentagone a nié l'existence du programme de Grush. La Haro a publié un rapport l'année suivante. Il n'a trouvé aucune preuve de technologie extraterrestre. L'écart entre le témoignage de Grush et le rapport officiel a laissé le public coincé dans un débat. Le gouvernement cachait-il des extraterrestres ? Tout ce débat ignorait la question la plus importante. La véritable pression sur Washington venait de l'étranger. En 2024, des recherches chinoises sur les anomalies géomagnétiques et les effets électriques activés par le stress dans la roche ont commencé à apparaître ouvertement dans des revues à comité de lecture. Ces travaux étaient liés à des institutions comme l'administration chinoise des séismes et de grandes universités à Pékin et à Shanghai. Les chercheurs modélisaient comment le stress tectonique peut générer des effets électriques et plasmiques mesurables dans l'atmosphère. La terminologie et les méthodes rappelaient des axes de recherche explorés aux États-Unis des décennies plus tôt, sans jamais être pleinement abordés dans les canaux scientifiques publics. Du point de vue de Pékin, il ne s'agissait pas du tout de recherche sur les ovnis. C'était de la sismologie, c'était de la géologie. Cela a créé un problème stratégique immédiat. Quand un adversaire publie des recherches similaires dans la littérature scientifique ouverte, la classification ne fonctionne plus comme prévu. Washington ne protégeait plus un secret, il était simplement plus lent que son concurrent à utiliser des informations que les deux parties possédaient déjà. Cela signifiait que des changements devaient avoir lieu. La Haro avait été créée en 2022 et élargie par des lois de défense ultérieures en 2024 et 2026. Officiellement, sa mission restait inchangée. Enquêter sur les phénomènes anormaux, non identifiés. En interne, l'accent s'est déplacé vers les données environnementales et celles des capteurs. Il cartographiait les conditions électromagnétiques, les effets atmosphériques et les anomalies des capteurs à travers de vastes régions géographiques. Le directeur actuel est un physicien nommé John Kozlowski. Il a témoigné devant le Sénat que le bureau n'a trouvé aucune preuve vraiment vérifiable d'origine extraterrestre dans aucun des cas qu'il a examinés. C'était un démenti catégorique, officiel, de la part de l'agence, que le public considère comme les chasseurs d'extraterrestres. Presque aucun grand média ne cite cette partie. C'est une citation ennuyeuse, vraiment. L'histoire la plus sensationnaliste domine l'antenne, tandis que le vrai travail se fait en coulisses. En février 2026, une directive présidentielle a ordonné un examen complet et la publication des dossiers liés au PAN. La portée était large. Cela incluait le département de la guerre, le bureau du directeur du renseignement national, la NASA, le FBI, le département de l'énergie et l'ARO. Une grande partie des dossiers ne concernaient pas du tout les pannes. Ils étaient liés à l'environnement, des cartes de couloirs, des mesures de fonte électromagnétique et des superpositions géomagnétiques liées aux performances des capteurs et aux anomalies géographiques. Tout cela figurait dans le compte-rendu du Congrès, mais très peu de choses ont fait l'objet d'un suivi dans les médias. Ce qui a commencé à évoluer en parallèle se trouvait ailleurs. En 2025, les programmes d'armes hypersoniques de la Chine avaient atteint des seuils opérationnels, et les systèmes à énergie dirigée avaient réduit l'écart avec les capacités américaines. À mesure que ces systèmes mûrissaient, la planification militaire accordait plus d'importance aux conditions environnementales influant sur la détection et le suivi. Cela incluait les mêmes couloirs d'anomalies géomagnétiques, identifiés dans les premières études atmosphériques et de capteurs. Les exercices russes et chinois se chevauchaient de plus en plus avec ces régions. Ce n'était pas forcément intentionnel, mais parce que ces couloirs coïncident également avec des sensibilités clés en matière de navigation mondiale et de commandement et contrôle. Dans l'ouest des États-Unis, les radars de défense antimissiles ont commencé à signaler des perturbations inexpliquées. Des chercheurs civils ont relevé des anomalies similaires, au même moment dans des données indépendantes. Début 2026, la Haro comptait plus de 2000 signalements dans son système de dossiers actifs. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement de relevés anormaux. Il s'agissait de savoir si les mêmes conditions environnementales affectant les capteurs pouvaient également représenter un risque pour les infrastructures. En mars 1989, une seule tempête géomagnétique a provoqué l'effondrement complet du réseau électrique d'Hydro-Québec. Il a fallu 90 secondes, mais la panne a duré 9 heures. 6 millions de personnes ont perdu l'électricité dans tout l'est du Canada.
Le déclencheur était une éjection de masse coronale qui avait quitté le Soleil 2 jours plus tôt. Cette nuit-là, des aurores étaient visibles jusqu'en Floride et à Cuba. Le processus qui a fait tomber ce réseau électrique est le même que celui qui produit l'activité des pannes dans ce corridor à plus petite échelle. Lorsque le champ magnétique terrestre est perturbé, il peut induire des courants électriques dans le sol. Ces courants traversent ensuite de longs systèmes conducteurs, comme les lignes de transmission, où ils peuvent surcharger les transformateurs. Dans les cas extrêmes, les dégâts ne sont pas seulement momentanés. Les transformateurs à haute tension peuvent être détruits, et leur remplacement peut prendre des années à cause de leur taille et des contraintes de fabrication. En même temps, les systèmes de défense et de renseignement travaillent avec les mêmes données brutes lorsqu'ils essaient d'expliquer des relevés anormaux. Les données sont similaires, mais l'interprétation diffère nettement. Les services de renseignement partenaires de l'OTAN ont commencé à examiner de plus près leur propre dossier historique sur les pannes, au moment même où Washington s'apprête à publier ces fichiers. Au Royaume-Uni, cela inclut une réévaluation de l'incident de la forêt de Rendlesham en 1980, l'une des observations militaires les plus étudiées en Europe. Cela implique du personnel de l'US Air Force stationné à la base de la RAF Bentwaters, qui a signalé d'étranges lumières se déplaçant à travers les arbres près de la base pendant plusieurs nuits. Le commandant adjoint de la base, Charles Halt, a documenté l'événement en temps réel, décrivant des objets lumineux se déplaçant dans et autour de la forêt et d'étranges relevés d'instruments au sol. L'important n'est pas seulement ce qui a été rapporté, c'est que ces anciens cas soient à nouveau examinés dans des circuits officiels après des décennies de relatif silence. Tout cela se passe en coordination avec les homologues américains. Cela indique une initiative alliée, et non simplement une décision d'un seul pays. Aux États-Unis, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a publiquement déclaré son soutien à l'exécution de la directive du président visant à publier les dossiers liés aux pannes. Pendant ce temps, le Japon a confirmé en 2026 qu'il possède sa propre archive de Peihan, comprenant des enregistrements vidéo, et a commencé à préparer une divulgation publique limitée sous contrainte de sécurité nationale. Les gouvernements alliés avancent ensemble. Cette publication paraît de moins en moins comme un moment politique américain isolé. Cela ressemble plutôt à une remise à zéro synchronisée dans toute la communauté du renseignement de l'OTAN. Si vous regardez l'activité signalée entre 2024 et 2026, certaines régions reviennent sans cesse. Dans l'est du Nouveau-Mexique, le groupe forme un triangle approximatif entre Roswell, Socorro et le champ de tir de White Sands. Un des sommets de ce triangle, Socorro, fait déjà partie de l'histoire des ovnis aux États-Unis. En 1964, l'officier de police de Socorro, Lonnie Zamora, a rapporté avoir vu un engin dans un arroyo alors qu'il répondait à ce qu'il pensait être un appel de routine. Il a décrit un petit objet en forme d'œuf, 2 silhouettes en combinaison blanche à proximité, et un départ vertical rapide lorsque l'engin a quitté le sol. L'affaire a ensuite été examinée par le projet Blue Book, et reste l'un de ces incidents les plus cités pour sa grande crédibilité. Des témoignages continuent d'émerger aujourd'hui dans ce même couloir général, souvent dans des zones désertiques similaires. Roswell se trouve juste au nord de celui-ci. La ville s'est construite autour de cette mythologie, mais la zone des signalements est plus large qu'on ne le pense. Le comté voisin continue d'enregistrer de nouvelles observations, pour la plupart non signalées selon des témoignages locaux. La géologie sous Roswell était composée des mêmes roches cristallines sous tension qui ont provoqué l'activité des Ozarks. Les lumières apparaissent parce que le sol les produit. Plus à l'ouest, l'activité dans la région du Puget Sound a augmenté en 2024 et 2025, attirant une couverture médiatique régionale intermittente. Des observations ont été signalées le long du couloir qui longe les contreforts occidentaux de la chaîne des Cascades, s'étendant des vallées intérieures jusqu'à la côte. Elle est parallèle à la même structure géologique de la zone de subduction qui a produit les activités de Toppenish 50 ans plus tôt. Les mêmes schémas ont été observés dans le nord de l'Arkansas, en 2024 et 2025, dans le couloir du plateau des Ozarks. C'est une région définie par des couches sédimentaires comprimées et d'anciennes formations ignées, soumises à un stress tectonique à long terme. Les signalements proviennent généralement d'éleveurs de bétail, de chasseurs et de guides sur la rivière Buffalo. Ce sont tous des personnes habituées au ciel nocturne et aux trajectoires des avions locaux. Avec le temps, le centre de l'activité signalée semble se situer légèrement au sud et à l'est du groupe initial, associé aux observations de la région. Dans les années 1970, dans le couloir du Nevada, l'activité a été beaucoup plus documentée. Entre juillet et décembre 2025, plusieurs témoins ont signalé des formations de sphères lumineuses au-dessus de la vaste zone d'entraînement de la base aérienne de Nellis.
Parmi les témoins se trouvait aussi du personnel militaire en congé, familier des opérations de vol local. La base de données d'Enigma Labs a vérifié des images montrant 3 sphères clignotantes se déplaçant en formation au-dessus de Nellis le 16 avril 2024. En 2025, l'ensemble de données du Nevada avait accumulé plusieurs centaines d'observations consignées et examinées depuis 2023, ce qui en faisait l'une des régions les plus densément signalées des États-Unis ces dernières années. Ce ne sont pas des histoires séparées, c'est la même histoire qui se répète sur différentes zones de géologie identiques. Tracez-les toutes par rapport aux données publiées sur les failles. Superposez-les aux cartes d'intensité géomagnétique et une seule carte apparaît. C'est la carte que Washington garde secrète depuis un demi-siècle. La première publication du Pentagone comprenait 161 dossiers dont la plupart étaient fortement expurgés. Le déploiement a été coordonné entre plusieurs agences, mais une fois que les analystes ont commencé à examiner les archives, leur structure est devenue plus intéressante que n'importe quel document individuel. Il n'y avait pas une seule catégorie de preuves. Il y avait des couches, de vieilles images de la NASA contenant des anomalies visuelles non résolues, que l'agence n'a jamais expliquées officiellement. Des notes de débriefing d'astronautes, décrivant des phénomènes lumineux, non identifiables, lors des missions de l'ère Apollo, ainsi que des enregistrements plus récents de capteurs militaires montrant des objets aériens suivis en infrarouge qui ne correspondaient jamais à des aéronefs connus, ni à des effets atmosphériques. En d'autres termes, les dossiers ne racontaient pas une seule histoire, ils répétaient le même type d'observation à travers différentes époques et différents systèmes. Puis, dès la première semaine, le nombre a changé. 161 dossiers sont devenus 158. Le département de la guerre n'a publié aucune déclaration publique concernant ce qui a été retiré ou pourquoi. Pris isolément, cela ressemble à une correction administrative. Examiné dans le contexte géophysique, cela suggère que ce qui a été publié n'est qu'une petite partie de dossiers couvrant une période plus longue, liée à des couloirs géographiques, où les signalements se concentrent de façon répétée. Une grande partie du matériel correspond à des schémas d'observation de longue date, dans les mêmes régions géographiques, et dans plusieurs cas, les caviardages semblent se situer précisément là où ces schémas se recoupent le plus fortement. Le moment choisi est également remarquable. La décision de publier maintenant plutôt que l'année prochaine ou dans 5 ans est liée à une échéance précise. Le modèle magnétique mondial. 2025 est valable pour 5 ans. En 2030, la prochaine mise à jour majeure sera publiée. Les changements du champ qui s'accumuleront entre-temps nécessiteront une recalibration majeure. La carte des couloirs que Washington détient depuis 50 ans ne correspondra plus à la réalité sur le terrain. Les archives historiques sont publiées maintenant, alors que notre manière de lire le terrain est déjà en train de changer. À mesure que le champ magnétique bouge, les anciennes cartes ne correspondent plus aux capteurs et modèles actuels. Les mêmes données ne restent donc pas à jour longtemps. Ce qui est reconstruit après cela ne reste généralement pas public très longtemps. Mais rien de tout cela n'est visible pour les personnes qui le vivent sur le terrain. Et cela ramène l'histoire aux témoins, aux personnes sur le terrain. Fin 2024, un membre du personnel du Congrès a appelé l'agriculteur du Missouri chez lui. Il ne venait pas du bureau des pannes, mais d'une sous-commission sur l'infrastructure électromagnétique. Le membre du personnel a demandé s'il avait encore ses notes, de 1987. Les dates, les directions et les horaires. L'agriculteur avait tout gardé. Il a photocopié les pages et les a envoyées par courrier à Washington. Il n'a pas demandé pourquoi. Début 2026, son témoignage est réapparu, mais pas sous son nom. Il était enfoui dans une annexe classifiée d'un rapport du Congrès traitant de la variation géomagnétique et de la fiabilité du réseau électrique. L'observation a été consignée sous la forme d'une seule ligne à l'intérieur d'un document plus vaste sur les risques liés aux infrastructures et les perturbations magnétiques. Voilà toute la conséquence du silence. Un réseau non protégé et un public qui a passé 40 ans à regarder le ciel alors que la véritable histoire se trouvait en dessous. Il ignore toujours ce qu'il a vu au-dessus de ce champ. Ni l'armée de l'air, ni les 2 employés fédéraux ne le lui ont jamais dit. Le collaborateur du Congrès en 2024 ne lui a jamais dit. Personne parmi les membres du comité qui ont lu l'annexe ne lui dira jamais. La route menant à sa ferme est toujours là. Les pins sur la colline et la roche en dessous sont toujours là, constamment sous pression. Les lumières reviennent toujours tous les quelques années au-dessus des mêmes crêtes, où Rutledge avait installé ses caméras en 1973. Les habitants n'appellent plus le journal. Ils se tiennent au bord du champ et les regardent planer jusqu'à ce qu'elles repartent au-dessus des arbres. Mais les lumières n'ont jamais été le vrai mystère. C'était le sol. Pour une raison. Le gouvernement ne veut pas que vous le sachiez.
Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications, cela fait la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.